Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro off de la réserve, puisque aujourd'hui on va revenir sur le film Alexandre, qui est le dernier film que j'ai traité, et j'avais hâte de faire ce vlog, vraiment j'avais hâte, parce que, je vous l'ai dit, ça a été un film qui a été un peu compliqué à faire, parce que très dense, c'est pour ça que j'ai fait du thématique et pas du chronologique, et du coup j'ai dû me tenir, j'ai vraiment dû me tenir pour ne pas vous parler de toutes les choses incroyables de ce film, et de toute façon je pense que ce sera impossible à moins de faire une conférence de plusieurs heures sur la période macédonienne. Donc du coup, je fais quand même un petit vlog pour revenir, comme d'habitude, sur certains points que vous avez soulevés, que moi-même j'avais envie de développer, et voilà, et bah c'est parti. En premier lieu, comme d'habitude, les correctifs, donc là, les correctifs, en fait, moi-même j'ai pas trouvé de choses, et puis dans les commentaires, vous n'avez rien noté de choses qui étaient particulièrement fausses, ou un peu à côté de la plaque, du coup, un correctif, rien, voilà, marqué néant. Ensuite, les précisions. Alors les précisions, il y en a beaucoup. En premier lieu, moi je voulais revenir sur les femmes du film, donc les deux, il y en a pas beaucoup, hein. Il y a Roxane et Olympias, et le traitement qui avait été fait. Alors Olympias, c'est particulier. En fait, Olympias, donc la mère d'Alexandre, selon certaines sources, effectivement, le film est assez juste par rapport à ces sources-là, mais moi j'ai envie d'être un peu circonspect, enfin je me méfie un petit peu parce que j'ai l'impression qu'on a un effet un peu, ce que j'appelle l'effet Néron. Alors pour ceux qui ne savent pas, Néron c'était l'empereur, cet empereur romain très connu pour avoir été un des pires empereurs possibles, qui a fait brûler Rome, qui était complètement infâme. Mais en fait, il s'avère de plus en plus, en tout cas les recherches modernes, peu de mal, hein. Les recherches modernes nous disent de plus en plus qu'en fait Néron, ce qu'on en sait c'est surtout ses détracteurs politiques qui l'ont écrit, et c'est jusqu'à présent tout ce qui nous inspirait, enfin tout ce qu'on savait de Néron, on le tirait de ses détracteurs politiques, alors qu'en réalité c'était pas un si mauvais empereur que ça. Et j'ai bien peur que Olympias, donc la mère d'Alexandre, ne subisse le même sort que Néron. Et du coup, c'est pour ça que son caractère vraiment excessif, même s'il peut correspondre à ce qu'on en sait, en tout cas en termes de sources écrites, vraiment je suis circonspect par rapport à ça. Donc, pourquoi pas. Mais attention. Roxane, alors Roxane c'est... Moi ça me fend le cœur, cette histoire avec Roxane dans le film. Faut savoir que Roxane et Alexandre, c'est un des couples de littérature complètement légendaire. C'est un des couples les plus incroyables en termes les plus forts, les plus emblématiques de l'histoire des couples en fait. On en a plusieurs autres, notamment dans les romans de la table ronde, d'autres couples, mais Roxane et Alexandre c'est très particulier, ça a été réutilisé maintes fois, et c'est vraiment quelque chose de très fort. On disait de Roxane que c'était une femme complètement... qui dégageait quelque chose d'incroyable, une beauté terrifiante. Terrifiante pas dans le sens où elle faisait peur, dans le sens où c'était une beauté incroyable. Et vous imaginez bien que quelqu'un comme Alexandre, ce personnage d'Alexandre, qui traverse la moitié du monde connu et inconnu, et qui décide entre guillemets, de s'arrêter sur cette femme, et de dire que ça sera sa femme, en fait, c'est quand même... incroyable, c'est déjà un signe que ce n'était pas n'importe qui. Mais c'est vrai que le problème du film, c'est que, pour le coup, à aucun moment on ressent cette puissance de Roxane, cette force, ce qu'elle dégage chez Roxane, et en plus de ça, bien souvent, elle n'est montrée que comme un miroir d'Olympias. Et du coup, on arrive à un problème qui, à mon sens, est très désagréable dans le film, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'il est avec Roxane, Alexandre se fait le miroir de son père, donc avec toutes les caractéristiques un peu débiles que le film lui a collées, c'est-à-dire colérique, violeur, agressif, tout ce que vous voulez. Et du coup, Roxane ne fait que réagir à ce que, au mauvais traitement d'Alexandre en fait. Et du coup, Roxane devient un miroir d'Olympias parce qu'Alexandre est un miroir de Philippe. Et du coup, c'est un rôle féminin qui passe complètement à côté de Roxane en fait, et qui est complètement à côté de la plaque. Et c'est vrai que ça me fend le cœur, vraiment ça me fend le cœur, parce que je pense que le personnage méritait vraiment mieux que ce traitement-là. Et autant Olympias, on peut dire que les sources historiques peuvent aller dans ce sens-là, autant Roxane, vraiment c'est non, et ils ont voulu enfoncer le clou de la relation d'Alexandre avec sa mère en faisant une autre Olympias, mais pour moi c'est vraiment... c'est non, encore une fois c'est non, donc je suis très triste, et j'avais besoin de le redire. Ensuite, alors,
On a parlé du pakol, donc le chapeau afghan, qui aurait été inspiré, enfin repris de la kosia grecque et macédonienne, après le passage des armées d'Alexandre, qui moi quelque chose qui me fascine, puisqu'en fait c'est un héritage vraiment du passage d'Alexandre qui est resté très vif jusqu'à nos jours. Mais il y a autre chose qui est complètement dingue et que je trouve incroyablement improbable, c'est qu'en fait en Inde, après le passage d'Alexandre, il est né un courant artistique qu'on appelle le courant artistique gréco-bouddhique. Gréco comme grec et bouddhique comme bouddhique, c'est improbable mais c'est le cas. Et c'est un art qui mélange des styles grecs, un style hellénistique avec un style plutôt asiatique et qui donne des résultats assez intéressants, c'est très très fascinant, c'est vraiment quelque chose de... Si vous avez l'occasion de chercher des choses sur ce sujet, allez-y, par curiosité, ne serait-ce qu'aller lire la page Wikipédia, c'est assez improbable. Pour vous donner un niveau d'improbable, on a des espèces je crois que ce sont des stèles ou des sculptures, où on voit des morceaux, des scènes où en fait Bouddha et Hercule sont les meilleurs potes du monde et vivent ensemble de grandes aventures en mode ils vont chasser les méchants, ils relèvent des défis et c'est trop la folie quoi. On dirait un scénario de manga sans déconner, enfin vraiment c'est incroyable. Hercule et Bouddha qui vivent leurs aventures, enfin, voilà, l'art gréco-bouddhique c'est incroyable et c'est encore un héritage macédonien et vraiment, enfin allez chercher plus si jamais ça vous intrigue parce que c'est vraiment improbable. Alors ensuite, j'avais envie de parler d'encore plus de trucs cool, parce que le problème d'Alexandre, c'est que, comme je vous disais, c'est très très dense, il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses à dire, et je pouvais pas m'arrêter toutes les 3 secondes et demie, et vous dire genre oh, ça c'est cool, ça marche, ça historiquement c'est bon, ça c'est une bonne interprétation, ça aurait été tellement long, mais c'est vraiment agréable. Du coup, j'ai décidé de vous en parler de 3 en plus, 3 choses en plus, il a fallu que je fasse un choix difficile. Et donc je vais vous parler des enseignes, alors parce qu'on m'a posé la question, quand on voit les phalanges macédoniennes, notamment à Gaugamel, on voit les enseignes ce sont les soldats qui portent ces espèces de drapeaux qui sont tout carrés comme ça. Et en fait, la question s'est posée de savoir, mais est-ce que les Macédoniens avaient des enseignes? Pour une raison simple, c'est-à-dire que la phalange macédonienne est issue de la phalange grecque. Et dans la phalange grecque, apparemment, il n'y a pas de source d'enseignes, de drapeaux. On n'en a pas trouvé. Donc pourquoi les Macédoniens en ont? Ça je ne sais pas, mais ce qui est sûr c'est qu'il y en a, puisqu'on retrouve dans l'Anabase d'Arien, qui est en fait... c'est la première source historique qui soit arrivée jusqu'à nous du voyage d'Alexandre. Donc c'est écrit par Arien, et dans un livre qui s'appelle l'Anabase, et qui est inspiré des récits de Ptolémée. Et donc là on parle des enseignes macédoniennes, donc on sait que les Macédoniens avaient des enseignes. Toutefois on ne sait pas, en tout cas à ma connaissance, mais je n'ai pas trouvé de source sur la forme précise des enseignes macédoniennes. On ne sait pas vraiment à quoi elles ressemblent. Donc le parti pris du film a été hyper intéressant. Il a fallu que je cherche un peu pour trouver. Le parti pris du film a été hyper intéressant. Après Alexandre le Grand, on a une période où effectivement les Macédoniens dirigent le monde à travers plusieurs grands ensembles séparés, puisqu'en fait les compagnons d'Alexandre vont se partager son empire. Et petit à petit, les Macédoniens vont céder du terrain face à la montée en puissance de Rome, et finalement Rome va, entre guillemets, remporter tous ces territoires et conquérir un vaste empire, comme on le sait. Au début de Rome, enfin au début de Rome, c'est tellement facile, on dirait que je parle de la série. Non, à ses débuts, Rome en fait a copié le modèle macédonien, parce que c'est le modèle qui fonctionnait bien à l'époque. Donc les Romains ont copié ce modèle-là, le modèle d'armée macédonienne, et ils l'ont modifié petit à petit pour devenir meilleur. Et du coup, le film prend parti de reproduire des enseignes romaines, donc des enseignes simples romaines, donc avec ces carrés de tissu montés sur des hampes, voire sur des lances. On va le retrouver dans d'autres civilisations d'ailleurs, notamment chez les Gaulois, mais en l'occurrence, pour Alexandre, les costumiers, les chercheurs, enfin les conseillers historiques, ont choisi de prendre des enseignes les plus simples possibles qui reprennent les premières enseignes romaines, ces enseignes qu'on va retrouver beaucoup plus tard ensuite, mais... Voilà, je vais essayer de me tenir parce que je commence à partir en sucette sur un sujet beaucoup trop précis. Enfin, notez que voilà, c'est hyper intéressant de se dire qu'en fait, ils ont vraiment... c'est pas un choix qui a été fait à la légère. Deuxième chose hyper intéressante, on voit dans la bataille de Gaugamel que les phalangistes se battent au son des trompettes, enfin entendent des ordres qui sont au son des trompettes. C'est assez montré dans le film et effectivement c'est assez cohérent avec les sources qu'on en a. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a dans les sources historiques des récits qui parlent des Perses utilisant des tambours de guerre pour leur donner leurs ordres.
et la description est assez précise. On dit que c'est ça ressemble à une marmite retournée sur laquelle on a tendu une peau, et on la voit un moment dans le film, et c'est très exactement cet objet. C'est assez bien fait, et du coup là encore on est sur un détail mais d'arrière-plan qui dure une demi-seconde à l'écran, mais qui a été parfaitement respecté, et c'est un vrai régal. Honnêtement, c'est un vrai régal quand on connaît un peu le sujet, c'est délicieux. Revoyez ce film, vraiment, voyez-le. Et le troisième, c'est la question des étriers. Effectivement, ça a été signalé, mais c'est bien de le redire. Dans l'Antiquité, on ne connaît pas d'étrier. La monte telle qu'on la connaît aujourd'hui avec des étriers, la monte à cheval telle qu'on la connaît aujourd'hui avec des étriers, c'est quelque chose qui va arriver beaucoup plus tard, pendant le Moyen-Âge. Alors après, on a des sources qui sont un peu partielles, qui feraient état d'un étrier seul, notamment chez les Grecs, un étrier seul qui serait peut-être en corde, on ne sait pas trop, en tout cas on n'en a pas retrouvé, et qui aiderait à monter sur le cheval, mais pas à s'y maintenir. Et c'est quelque chose qu'on retrouve assez bien dans le film, puisqu'en fait, aucun des cavaliers n'a d'étrier. Ils n'ont d'ailleurs pas d'étrier et pas de selle, puisque les Macédoniens, les Grecs et les Romains après eux, enfin beaucoup, la plupart des Romains après eux montent à cru, c'est-à-dire qu'ils mettent juste une peau, en l'occurrence une peau de léopard je crois pour les Macédoniens, enfin, c'est une peau de félin qu'on voit souvent, on met une chabraque, ou alors ils mettent un tissu, une couverture, et ils montent comme ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas avoir de cavalerie de choc, contrairement à ce qu'on croit. La cavalerie de choc n'est possible qu'avec une selle dans laquelle on est bien calé et des étriers pour être vraiment maintenus. Bon, c'est un autre débat, mais en l'occurrence, c'est vraiment bien de signaler ça par rapport au film, de signaler que le film respecte très bien le fait que aucun cavalier n'est d'étrier, c'est ce qu'on voit sur les représentations, et que tous les cavaliers du film, y compris les comédiens principaux et les secondaires, et tout le monde en fait, respecte ça, et il n'y a pas d'étrier, et je trouve ça vraiment chouette, parce que la plupart des films sur l'Antiquité, ils se disent allez on s'en fout, c'est un détail, personne le verra, mais nous on le voit. C'est le moment où je bois un coup parce que là... Oui, j'ai fait du thé à nouveau, j'ai fait du thé, même si j'ai changé la tasse. Elle est très chouette celle-là, on me l'a donnée il y a pas longtemps. Alors, la suite. Il y a des Switch cool, j'ai marqué Switch cool sur ma liste. Il y a des switches qui sont donc des inversions d'objets qui sont complètement incompréhensibles, mais qui sont plutôt sympathiques. C'est-à-dire que par exemple, quand Alexandre et ses compagnons arrivent dans le harem de Darius, donc là il y a plein de femmes qui font plein de trucs, et il y en a une qui joue de la lyre. Donc la lyre, c'est cet instrument qui est une sorte de proto-harpe en fait, qui est très emblématique des mondes antiques, des civilisations antiques. On la retrouve dans beaucoup de civilisations différentes, chez les Grecs, chez les Romains, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, chez les Gaulois également, enfin voilà, c'est quelque chose, c'est un instrument très répandu. À titre personnel, c'est quelque chose, enfin j'aime énormément la sonorité de la lyre, regardez sur internet un petit peu à quoi c'est, enfin ce que c'est. Je vais vous mettre des liens dans la description, vous verrez, je trouve ça très presque magique, assez poétique comme instrument. Et donc du coup on voit une joueuse de lyre dans cette scène, et alors ce qui est amusant c'est que les lyres de cette période-là, dans cette zone géographique-là, on les connaît à peu près, on sait à quoi ça pouvait ressembler, et là, bizarrement, ils ont choisi de coller sur cette joueuse de lyre une lyre du 6e siècle, après Jésus-Christ, c'est-à-dire 9 siècles, 900 ans après la période du film, si ce n'est 10 siècles, hein, enfin vraiment on est sur 9-10 siècles après la période du film. C'est une lyre allemande qui est hyper connue, qu'on appelle la lyre de Trossingen, qui est probablement la lyre la plus répandue et la plus connue, qu'on a retrouvée dans un état absolument impeccable. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs, hein, ils avaient cette lyre-là, ils savaient précisément à quoi elle ressemblait, ils avaient moyen d'en trouver une facilement, et ils n'ont pas voulu s'embêter plus, mais c'est assez incompréhensible par rapport au film et aux efforts qu'il fait par ailleurs sur d'autres détails qui apparaissent carrément moins à l'écran. Donc c'est étrange, on a une visite de chat qui tourne comme ça. Donc voilà, assez étrange, et parfois le film fait ce genre de switch, ce genre d'inversion complètement incompréhensible par rapport à sa démarche d'origine très précise. Voilà. Alors ensuite j'ai eu des questions sur le maniement de la sarisse. Donc la sarisse, je le rappelle, cette grande pique que manient les Macédoniens avec ce petit bouclier. Il y a une vraie grosse erreur dans le film que j'ai pas évoquée par rapport au maniement de la sarisse et des carrés de phalangites. La phalange macédonienne, c'est 16 hommes de front, 16 hommes de profondeur. Et ce qu'on voit dans le film, cette formation-là, c'est une formation en déplacement. C'est-à-dire que chaque homme occupe approximativement 1 mètre carré autour de lui. Ça lui permet de se déplacer, de bouger assez facilement. Cependant, quand cette phalange arrive au contact, ils sont obligés, mais vraiment obligés, en termes d'efficacité, en termes de protection et en termes d'attaque, ils sont obligés d'être beaucoup plus serrés.
Et dans ce cas-là, les sources sont très claires. Qu'est-ce qui se passe? C'est le rang immédiatement arrière, le rang du rang avant. Enfin, vous avez le rang de front, et le rang qui est immédiatement arrière vient se coller dans les trous laissés par le rang avant. Donc on se retrouve avec une formation bouclier contre bouclier, épaule contre épaule, et pas tout à fait épaule contre épaule parce que la Saris faut la tenir, mais bouclier contre bouclier, et 32 hommes de front, et donc tous les rangs derrière font ça. Donc on se retrouve avec 8 rangs de profondeur et 32 rangs de face. J'espère que vous suivez, parce que c'est essentiel. Et donc du coup, vous avez là effectivement un mur de bouclier avec un mur de pique devant, ce qui permet d'être extrêmement protégé et de pouvoir jouer ce rôle d'enclume ou de rouleau compresseur. Le problème du film, c'est que il garde cette formation de déplacement, et donc il y a des trous dans la phalange. Donc il suffirait, entre guillemets, on peut pas bouger d'un côté ou de l'autre avec une Saris, c'est très compliqué. On la tient vraiment droit devant. Ce qui veut dire qu'en fait, il pourrait y avoir des combattants qui pourraient passer dessus, dessous, mais surtout dans les trous, pour aller chercher les guerriers qui tiennent les Saris. Et le problème, c'est qu'une Saris au contact, ça ne sert à rien, donc il faut la lâcher. Et à ce moment-là, la phalange perd absolument tout son intérêt. Du coup, la formation du film ne fonctionne pas non seulement pour les flèches, mais également pour le contact. Après bon, ça reste des choses un peu précises, mais il faudrait qu'il soit 32 de front, et vraiment très serré, de manière à avoir ce mur vraiment impénétrable. C'est comme ça qu'Alexandre a conquis le monde de toute façon. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Enfin voilà, quelque chose auquel il faut faire attention. Je sais pas si ça vous servira dans la vie de tous les jours, de vraiment faire attention à cette question de Saris, mais en l'occurrence, les formations de contact dans l'Antiquité sont des formations où on a besoin d'être serré, parce que sinon on se fait ramasser à une vitesse assez impressionnante, et tous les tests qu'on fait en reconstitution, même si on n'a pas la mort derrière nous, tentent vraiment à prouver ça, c'est-à-dire que une petite formation avec des vraiment très entraînés, très bien protégés, assez serrés, va arrêter des gars qui en face vont être 5 fois supérieurs mais pas organisés sans aucun problème. Donc vraiment cette idée de formation serrée est importante, même si à l'heure actuelle on est beaucoup à travailler sur cette question de savoir à quel point est-ce qu'il faut la serrer ou non, que ce soit pour la phalange gauloise, la phalange macédonienne, la phalange grecque ou les formations romaines. C'est quelque chose qui est encore en travail par les gens qui font des expérimentations à ce niveau-là. Expérimentation du geste, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo, puisque je voulais vous la faire. C'était un gros morceau, c'est un sujet qui me passionne, hein, les questions de formation comme ça, c'est hyper intéressant. Voilà. Il y a une autre question qui a été en commentaire d'un viewer, mais je sais pas trop comment dire ça en français, d'un spectateur qui me laisse souvent des commentaires super, c'est Géo Gatineau. Merci beaucoup d'ailleurs à lui qui laisse souvent des longs commentaires avec beaucoup d'humour et des choses très pertinentes, et du coup ça me permet de nourrir ces vlogs et c'est très chouette, merci encore. N'hésitez pas à faire comme lui. Donc il y avait on évoquait ensemble le sujet de la poussière, puisqu'en fait la question se posait à quel moment, vu la poussière soulevée, à quel moment est-ce que des hommes aussi serrés ou des chevaux commençaient à ne plus pouvoir respirer, étouffer, et finalement finissaient par mourir bêtement. Alors, la question de la poussière, déjà il y a la question du soleil qui se pose avant, c'est-à-dire que nous on l'a testé pareil en reconstitution, un bonhomme avec un casque en fer et un équipement aussi en fer également, quand le soleil tape dessus, ça fait four à l'intérieur et on peut très facilement tomber dans les pommes bêtement. C'est d'ailleurs pour ça que les casques, la différence entre les casques des 300, vous avez vu qu'ils sont très fermés, les casques corinthiens, et les casques macédoniens sont beaucoup plus ouverts, on peut beaucoup plus facilement respirer dedans, et ça a sauvé je pense que ça a sauvé des vies. C'est trop loin pour le savoir, mais je pense vraiment que ça a sauvé des vies. Mais concernant la poussière, il y a une donnée qui est hyper intéressante. La plupart des réalisateurs qui travaillent sur le Moyen-Âge, notamment sur les croisades, ou sur les batailles de l'Antiquité, notamment au Moyen et au Proche-Orient, sont des occidentaux, et vont s'adresser majoritairement à des occidentaux. Et dans nos têtes d'occidentaux, pour la plupart, quand on pense Moyen-Orient, on va penser désert. On va penser systématiquement désert, parce qu'on va penser guerre en Irak, et on a toutes ces images des camps dans le désert, où c'est le désert partout. Donc toutes les batailles pendant les croisades se passent dans le désert, toutes les batailles antiques se passent dans le désert, enfin c'est très rare qu'on arrive à voir au cinéma une bataille qui ne soit pas dans le désert. En tout cas au Proche et au Moyen-Orient, parce que tout de suite ça nous pose un décor de « oulala, c'est l'Orient ». Bon, deux choses. La première, c'est qu'il faut pas oublier un truc, le Moyen-Orient, donc toute cette zone-là, avec la Syrie, l'Irak, l'Iran, enfin pas l'Iran c'est un peu loin, mais tout le pourtour méditerranéen à cet endroit-là, comment dire ça,
c'est méditerranéen comme ambiance. C'est la Provence, en un peu plus sec, certes, et en un peu plus montagneux, mais c'est la Provence ou la Corse, en fait. D'autant plus que on pense, beaucoup d'historiens ou de bio-historiens pensent qu'en fait, à cette période-là, c'était des endroits qui étaient beaucoup plus verts et beaucoup plus... il y avait beaucoup plus de végétation qu'il n'y en a aujourd'hui. Donc déjà, c'est une végétation qui est très méditerranéenne, donc Provence-Corse, mais en plus de ça, bien plus que ce que c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, si vous avez la curiosité d'ouvrir un Google Earth ou un Google Images, tout simplement, allez voir le site de la bataille de Gaugamel. Alors on ne sait pas exactement où est-ce qu'il est, mais il est aux environs de Mossoul, en Irak. Et si vous regardez ça, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est pas très désertique par là-bas. C'est un peu montagneux, certes, un peu rocheux et tout ça, mais il y a quand même beaucoup de végétation, et ça peut être assez vert au printemps. Donc du coup, à ce niveau-là, oui, il va y avoir un peu de poussière, mais pas au point, pas parce qu'on voit dans le film. Les armées soulèvent effectivement de la poussière, etc., mais il y a des entre-deux à faire, voilà. C'est long cette histoire de géographie, genre. Bref, retenez un truc, c'est que toutes les batailles qui se passent au Proche-Orient, au Moyen-Orient, les 3/4 du temps, c'est beaucoup plus vert que ce qu'on le croit, et imaginez la Provence ou la Corse en un peu plus sec, et en un peu plus montagneux, mais pas de désert. Voilà, on arrête avec les batailles dans le désert. Dans le désert, on y meurt, voilà. Les batailles dans le désert, on y meurt très facilement, et beaucoup plus du soleil et de la déshydratation que de la lame de quelqu'un d'autre. Donc, pas de désert, et Gaugamel n'était probablement pas vraiment désertique. Ensuite quoi? Ensuite j'ai soif, j'ai soif. C'est pas tant que j'ai soif, c'est que ça sèche la bouche de parler. On me faisait remarquer, et alors là pour le coup c'est quelque chose que je vais aller vérifier, mais qu'en fait il se peut qu'en fait le film Alexandre soit une adaptation de plagiat, puisque non assumé, d'un roman qui s'appelle Le Roman d'Alexandre, qui a été écrit par un Italien, Valerio Manfredi, en 1998. La question se pose parce qu'en fait, il y a beaucoup de parallèles entre ce livre et le film, à savoir les 3 tableaux différents, le fait que ce soit Ptolémée qui raconte l'histoire, et certains personnages qui collent assez bien. J'ai pas lu cette trilogie, par contre je vais m'empresser de la lire parce qu'elle a l'air vraiment chouette, donc je vous dirai après si effectivement on peut considérer que c'est une adaptation non assumée ou pas, mais je voudrais juste apporter des nuances. Le fait que Ptolémée raconte l'histoire, honnêtement, je pense que à l'heure actuelle, comme je vous disais, les sources sur Alexandre le Grand, c'est Arrien, donc dans l'Anabase, Plutarque, et d'autres historiens qui vont le reprendre ensuite. Et tous ces gens-là, en fait, se sont inspirés des récits de Ptolémée. Ptolémée a écrit tous ces récits, et ces récits sont aujourd'hui perdus, mais on sait ce qui a été plus ou moins raconté, même si on ne sait pas à quel point, grâce à ces gens qui l'ont repris, donc Arrien, Plutarque et les successeurs. Et donc du coup, fatalement, n'importe quel récit d'Alexandre aujourd'hui, le narrateur originel, c'est Ptolémée. Donc le fait que Ptolémée raconte l'histoire à la fois dans le film et dans le livre, c'est pas déconnant, quoi. Il y a pas de, pour moi, c'est pas, ça peut être un hasard, mais ça paraît être le choix le plus logique en fait quand on veut utiliser un narrateur dans ce film. Après pour le reste, les 3 tableaux, moi je trouve ça très logique, mais c'est vrai que je vais lire le livre et puis je vous dirai ce qu'il en est sur Twitter ou sur Facebook probablement. Donc il y a une autre question qui était absolument passionnante, le long de plusieurs débats avec plusieurs comptes qui traitent d'antiquité sur Twitter, d'antiquité gréco-romaine notamment, et des chouettes discussions sur l'adaptabilité d'une telle histoire. Faut quand même se dire que l'histoire de Philippe un petit peu, mais surtout d'Alexandre, c'est une histoire qui est absolument dingue. C'est absolument dingue. C'est-à-dire que on a là un récit légendaire, un récit mythologique, mais sans que ce soit de la mythologie ou de la légende. C'est-à-dire que c'est le genre d'histoire comme Alexandre a pu la vivre, c'est ce qu'on lit dans les romans, dans les trucs qui sont là pour faire rêver, qui rendent dingue, sauf que là, bah, ça s'est vraiment passé. C'est complètement... c'est incroyable. L'histoire d'Alexandre, c'est une comète, c'est une étoile filante, c'est quelqu'un qui a vécu une vie complètement dingue, qui a changé le visage du monde à jamais, et qui, encore aujourd'hui, est une espèce d'inspiration pour tout le monde. Enfin, je ne cache absolument pas mon attrait et ma fascination pour cette période, pour ce personnage, pour les gens qui l'ont suivi. Enfin, c'est quand même...
On parle de mecs qui ont traversé la moitié du monde à pied juste pour aller voir ce qu'il y avait derrière. Enfin, c'est complètement fou. C'est complètement fou. On a des exemples. Enfin, l'épopée d'Alexandre, c'est des exemples de multiculturalisme absolument incroyables, des exemples de gestion politique. Enfin, c'est incroyable. C'est une histoire qui est absolument incroyable et c'est inadaptable en un film. Oliver Stone a voulu le faire et c'était un projet incroyable. C'était une gageure de dingue, mais c'est inadaptable en un seul film. Aujourd'hui, enfin si demain on sortait une série sur Alexandre le Grand, ce serait le nouveau Game of Thrones, tellement c'est dingue. Alors certes, il n'y a pas de dragon, mais déjà il y a des éléphants, c'est quand même assez classe. Et puis, non mais au-delà de ça, toutes les histoires sont improbables. Il y a des choses qui ont été mises de côté qu'on aurait bien voulu voir, nous, à l'écran. C'est par exemple le siège de Tyr. Donc Alexandre fait le siège de Tyr, qui est une ville méditerranéenne, avec énormément de machines de guerre, parce que les Macédoniens étaient très versés dans l'art de la machine de guerre, chose qu'on voit dans la polyurcétique, c'est-à-dire l'art de mener des sièges, et c'est quelque chose qu'on voit très peu dans Alexandre, qu'on ne voit pas d'ailleurs dans Alexandre, ce qui est dommage, parce qu'il y a des machines qui devaient être assez fantastiques. Et Alexandre n'arrive pas à prendre la ville, il finit par construire une digue pour essayer de la prendre, la digue est détruite au fur et à mesure qu'ils la construisent, donc ils la construisent plus large, enfin c'est une histoire un des sièges les plus intéressants qui soit de l'histoire. Il y a une autre histoire que moi j'aime beaucoup, qui est donc Alexandre, qui... on dirait c'est les Martines, Alexandre à la plage, Alexandre combat les Perses, Alexandre met le siège de Tyr. Bref, donc Alexandre se bat contre les Thraces, donc les tribus Thraces, qui est une région du nord de la Grèce, qui est la région qui a vu naître Spartacus, parce qu'on aura l'occasion également d'en reparler. Et donc les Thraces développent une espèce de technique pour casser les phalanges macédoniennes, qui consiste à faire comment dire, à prendre des chariots, à les remplir de bois et de liquide inflammable, et d'enflammer tout ça, et d'envoyer ces brûlis sur les phalanges macédoniennes pour casser leur formation. Alexandre dit à ses hommes, si ça vous arrive, couchez-vous sur le sol, et mettez votre bouclier par-dessus vous, de manière à ce que le chariot roule dessus, et en répartissant son poids sur les boucliers. Fallait que les mecs aient sacrément confiance en lui pour faire un truc pareil, reste qu'ils l'ont fait, et que ça a parfaitement fonctionné, et on a des images, je vais essayer de vous en montrer une, on a des images comme ça, où on voit c'est un dessin moderne, hein, mais ce chariot qui passe sur les boucliers des hommes qui se relèvent ensuite et continuent le combat. Incroyable, complètement incroyable. Pareil, imaginez la scène au cinéma ou dans une série, le truc le plus... Mais c'est tellement épique comme truc, enfin moi ça me rend complètement fou, et c'est pour dire que l'adaptabilité d'une histoire comme celle d'Alexandre en film est quasiment impossible. D'ailleurs, quand le film est sorti, il y avait d'autres projets qui étaient en cours, qui étaient plutôt bien avancés, notamment, je sais plus si c'est un film ou une série où c'était Leonardo DiCaprio, non c'était un film, alors... Accrochez-vous à vos chaussettes. Donc Leonardo DiCaprio devait jouer Alexandre, et c'est Baz Luhrmann qui devait le réaliser, donc celui qui a fait Gatsby ou Moulin Rouge. J'ai tellement envie de voir ça, en fait, ça fera probablement jamais, mais ça aurait été probablement épique, mais tellement d'une autre manière. Enfin, j'aurais été très curieux de voir ça. Il y avait également une série en 8 ou 10 épisodes qui avait été prévue, plus ou moins annoncée, avec Mel Gibson comme Alexandre. Là encore, je sais pas ce que ça aurait donné, mais ça aurait pu être intéressant. Presque ça ne s'est pas fait. Alors, il y a un détail sur lequel j'aimerais revenir rapidement, c'est le casque au lion d'Alexandre qui est très emblématique. En fait, ce sont des sources qui sont très peu claires, où on dit que le casque était orné d'un lion, ça veut pas dire qu'il avait une forme de lion, et on a des représentations où Alexandre porte une tête de lion sur sa tête, et on ne sait pas vraiment si c'est symbolique, si c'est par-dessus son casque, on sait pas trop ce qui se passe. Et donc dans le film, ils ont pris le parti de faire une espèce d'interprétation très Renaissance, on dirait les revival Renaissance de l'Antiquité, où ça correspond à rien en termes de casque antique, et du coup moi je n'y crois absolument pas, et je préfère croire que c'était vraiment, il y avait un motif de lion peut-être, une tête de lion éventuellement, c'est d'ailleurs ce qu'on voit quand il est en Inde. Alexandre porte une tête de lion à un moment, et je pense que c'est une référence à ça, mais le casque d'Alexandre dans le film n'est vraiment pas très réaliste, donc voilà, d'essayer de l'oublier en termes d'image, ça marche pas très bien. Ah oui, ensuite, je voulais parler de la Macédoine un petit peu. Donc hier, c'était l'Eurovision. Moi, j'aime bien regarder l'Eurovision parce que c'est un show. Un peu, il y a toujours des choses un peu spectaculaires, un peu étonnantes à voir, et je trouve ça
trouve assez intéressant. Et donc hier, il y avait la Macédoine du Nord qui a eu des très bons résultats, qui est arrivée première ou deuxième dans les classements du jury, un truc comme ça, et ça a beaucoup fait parler, puisque beaucoup de gens ont découvert l'existence de la Macédoine du Nord, et je trouvais ça intéressant d'en reparler un petit peu ensemble. Donc la Macédoine du Nord, qu'est-ce que c'est? Ce qu'il faut savoir, c'est que la Macédoine antique, c'est en fait, à l'heure actuelle, 3 pays. C'est une partie dans la Grèce, une partie dans qui est l'actuelle Macédoine du Nord, et une partie, je ne sais plus où, je le mettrai en commentaire en dessous, Jean-Michel va m'aider pour ça. Et donc, la Macédoine du Nord, c'est une partie de l'ancienne Macédoine. C'est un pays qui est assez récent parce qu'en fait, il est issu de l'ancienne Yougoslavie et a obtenu son indépendance dans les années 90. 90, il me semble bien que c'est ça. Dans les années 90, donc c'est un pays qui est plutôt récent, qui a un souci, c'est qu'il n'a pas d'accès à la mer. Donc il est extrêmement dépendant de ses voisins. À l'origine, ils voulaient s'appeler République de Macédoine, ils ont utilisé le soleil ou l'étoile de Vergina comme emblème, c'est-à-dire c'est l'emblème d'Alexandre le Grand, puisque c'est leur héritage culturel et qu'ils avaient envie de défendre. C'est leur héritage culturel, donc c'est normal qu'ils rebâtissent leur pays sur cet héritage culturel. Cependant, car il y a toujours un cependant, la Grèce a décidé que la Macédoine du Nord, ce faisant, pillait, entre guillemets, pillait ou réclamait l'héritage culturel grec et qu'ils ne pouvaient pas les laisser faire. Parce que les Grecs considéraient, du temps des Macédoniens, du temps d'Alexandre le Grand, les Grecs considéraient que les Macédoniens n'étaient pas des Grecs, étaient des barbares, et que vraiment c'était pas des Grecs. Mais une fois qu'Alexandre a fait sa petite affaire sur le monde, les Grecs ont dit non, finalement c'est bon, Alexandre était grec, Alexandre le Grand, la grandeur c'est grec, pas de problème, on le garde, il est pour nous. Donc il y a une espèce de conflit d'intérêt culturel avec la Macédoine depuis très longtemps, d'autant plus qu'en fait, la région qui se trouve en Grèce, la région de la Macédoine, donc en fait, l'ancienne capitale macédonienne, donc la cité antique de Pella, se trouve en Grèce, se trouve dans le district macédonien de la Grèce. Donc c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que les Macédoniens sont effectivement les héritiers d'Alexandre, mais les Grecs le sont également, enfin les Grecs de Macédoine le sont également. Donc du coup les Grecs, comme ils veulent garder cet héritage culturel qui est hyper important pour eux, puisqu'on rappelle que la Grèce, en termes de tourisme, en termes de beaucoup de choses, c'est son héritage culturel, donc ils y veillent vraiment comme une mère sur ses petits, c'est très 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 férocement. Donc il y a eu des conflits pendant très longtemps entre la Macédoine du Nord et la Grèce. Et puis, la Macédoine du Nord, comme je vous l'ai dit, n'a pas le choix. Elle est obligée de composer avec ses petits camarades à ses frontières, et malheureusement ou heureusement pour eux, la frontière la plus importante pour eux, c'est la Grèce. Donc du coup, ils ont été obligés de dealer avec la Grèce. Donc à l'origine, ils se sont appelés Arim, à savoir Ancienne République Yougoslave de Macédoine. Je regarde mes notes, parce que c'est pas évident. Donc Arim, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, pour ne pas créer de problème avec les Grecs. Et donc ils ont changé leur drapeau en mettant une espèce de soleil qui rappelle l'étoile de Vergina, mais qui n'est pas ce symbole-là, pour ne pas faire de la récupération aux yeux des Grecs. Et donc ça n'est que tout récemment que les Grecs ont accepté, suite à des transactions qui ont été assez longues, que l'Arim, donc l'ancienne république yougoslave de Macédoine, s'appelle la Macédoine du Nord, ce qui pour les Macédoniens est assez symbolique et leur permet d'assumer plus facilement leur identité, et c'est plutôt chouette. Et c'est pour ça que donc on avait une candidate hier à l'Eurovision qui venait de Macédoine du Nord, et c'est la première fois qu'on entendait parler de la Macédoine du Nord à ce sujet, et que beaucoup de gens ont fait des blagues sur Twitter, parce qu'ils ne savaient même pas où c'était, et que la Macédoine du Nord c'est mieux classé que la France. Là encore, l'histoire de la Macédoine en termes de tout petit pays, Macédoine du Nord, tout petit pays récent, et les soucis, enfin les défis qu'elle a au quotidien, c'est très très intéressant, parce qu'elle a une minorité albanaise aussi dans sa population, qui engendre parfois des conflits. Enfin, c'est très très intéressant. Allez voir si ça vous intéresse, renseignez-vous sur la question, c'est vraiment très chouette. Enfin, je trouve ça passionnant comme défi, et je pense que ça va être un pays où il y a beaucoup de choses à construire. Alors, ben voilà, j'ai fini mes précisions. Ce qui veut dire qu'on va passer sur le tournage. Donc le tournage a pris du retard. Effectivement, le tournage a pris du retard, je m'en excuse. Et en ce moment, malheureusement, mes épisodes prennent beaucoup de retard pour plein de raisons différentes. Sur celle-ci, en l'occurrence, c'est parce que, pour une raison assez simple, la saison de reconstitution a recommencé, et comme vous le savez, je suis assez investi dans mes associations de reconstitution,
et enfin, en tout cas dans les démarches de reconstitution, et du coup les saisons redémarrent, ça veut dire qu'il y a des week-ends qui sautent, qu'on fait beaucoup de bricolage pour faire l'équipement qu'on avait tout le temps de faire l'hiver mais qu'on a eu la flemme de faire, et donc du coup forcément je prends du retard un petit peu sur les vidéos, je sors toujours un peu de vlog, un peu de choses en plus pour m'excuser, pour vous faire patienter et faire vivre la chaîne. D'ailleurs, l'épisode d'Alexandre est le premier qui a donné lieu à un bêtisier, j'espère que ça vous a plu. J'essaierai d'en refaire, et puis si ça vous saoule, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera du travail en moins, mais c'est vrai que moi ça me fait rire, et puis j'ai envie de vous faire rire aussi, parce que j'aime ça, j'aime faire rire les gens. Voilà ce qui va toujours facile. Le prochain épisode d'Histoire appliquée va aussi prendre du retard, donc ça j'en ai parlé sur les réseaux sociaux. Il se trouve que je me suis fait une entorse à la cheville le week-end dernier, justement, par la reconstitution. Pardon. Par la reconstitution, puisque... Ah, j'ai un chat qui râle. Nous sommes allés avec mes petits camarades de Drungo, donc mon association de reconstitution gauloise, nous sommes allés faire une randonnée en costume avec les chaussures qui vont bien et tout ça, sous la pluie, en marchant dans la boue, enfin c'était assez compliqué, et le problème c'est que les chaussures gauloises, pour ce qu'on en sait actuellement, sont lisses en dessous, il n'y a pas de crampons, il n'y a pas de clous, il n'y a rien, donc en fait j'ai glissé bêtement dans la boue, parce que ça glisse énormément, et je me suis lamentablement ramassé dans les orties, ce qui a été le moindre mal, puisqu'en fait je me suis effectivement fait une entorse à la cheville assez violente, d'après ce que m'ont dit les médecins, et donc j'en ai pour 6 semaines avant que ce soit réparé. Donc c'est un peu frustrant pour un hyperactif comme moi de rester là, je dois rester au moins 3 semaines sans bouger, sans rien faire, enfin sans marcher, c'est très dur. Donc je fais des vlogs, je fais des bricolages, je fais plein de trucs. Et en fait, je comptais pour le prochain Histoire appliquée vous faire quelque chose d'assez spectaculaire, d'assez gros, et je ne peux absolument pas le faire avec cette jambe dans cet état, donc en fait on va repousser le prochain Histoire appliquée. Je vais peut-être vous en trouver un petit, un peu sympa à faire, on va parler, je sais pas, de la colle enfin la colle non, parce que j'ai un projet très précis par rapport à ça, mais de la lessive ou du savon, que sais-je, un truc encore un peu calme, mais quand je serai guéri, je vous promets, on va faire un truc vraiment spectaculaire, on va se marrer, et je compte sur vous pour faire tourner ça quand je l'aurai fait. Suspense, voilà, donc du retard, je suis vraiment désolé, mais on va essayer de faire d'autres programmes pour faire ça, pour faire des trucs, parce qu'on aime faire des trucs. Je voulais revenir sur l'équipement que je porte pendant le tournage. C'est un équipement, une reconstitution d'équipement macédonien. Donc il y a le casque hellénistique que vous voyez, qu'on voit également dans le film, le linothorax qu'on voit également dans le film, qui est très blanc effectivement, et donc le chlamyde, qui est une fabrication personnelle. Donc c'est le manteau que je porte en travers. Également, il y a un moment, enfin au début on me voit avec un bonnet qui est une reconstitution en laine tissée. Pas tissée d'ailleurs, c'est de la laine tricotée. Enfin bref, c'est une reconstitution d'ensemble. Et en fait, le linothorax et le bouclier que vous voyez en arrière-plan ont été fabriqués par Julien Ormain de Qualis Arma. On m'a posé la question, donc j'y réponds, qui est à la fois un copain et quelqu'un qui s'est lancé il y a quelques années dans l'ébénisterie d'art et l'import de matériel historique à la fois de bonne qualité, mais assez accessible, et sur des modèles qu'on ne croise pas facilement, et c'est pour ça que... voilà, il y a plein de choses, il fait plein de choses dans plein de périodes différentes, et vraiment c'est quelqu'un d'intéressant et qui a des productions très intéressantes. Donc si ça vous intéresse, si vous cherchez du matériel, n'hésitez pas à aller voir, je vais vous mettre le lien dans la description, mais vraiment c'est chouette, ce qu'il fait c'est chouette. Et en plus de ça, c'est quelqu'un de très grand talent, le linothorax c'est lui qui l'a fait lui-même, le bouclier également c'est lui, peinture comprise, et la peinture reproduit très exactement ce qu'on peut voir sur des tombes macédoniennes, enfin c'est très beau, un très bon travail. Et en plus de ça, nous allons travailler prochainement sur faire des petits programmes un peu sympathiques, un peu parodiques, de choses que vous connaissez déjà, et pour ça il me faut du matériel que je n'ai pas à l'heure actuelle, et donc c'est Julien Ormain, donc de Qualis Arma, a accepté de m'en fournir une partie pour sponsoriser ces vidéos, et vous allez voir, on va bien se marrer. Donc c'est important de faire de la pub pour les copains, surtout quand ils sont à la fois talentueux et humainement très chouettes, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, à aller voir son Facebook, parce qu'il y a des choses magnifiques à voir, et je pense que c'est bien. Voilà, abonnez-vous, mets la cloche. Et enfin, je voulais parler de cet ami, l'ami dont je parle dans la vidéo, où je dis oui, j'ai été voir le film avec un ami qui était très déçu quand il est allé le voir. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Histoire appliquée, dans la réserve, je joue un personnage qui est un peu mystérieux, et que vous allez comprendre petit à petit au fur et à mesure des vidéos, mais c'est un personnage, ce n'est pas le moi qui vous parle actuellement.
Et en fait, ce fameux ami, c'est moi en fait, c'est le vrai moi. Le vrai moi est allé voir le film à sa sortie en 2004 parce ce vrai moi était passionné par Alexandre le Grand et par ce personnage déjà à cette époque-là, mais avec une connaissance du matériel qui était quasiment inexistante. À cette époque-là, j'avais commencé la période médiévale, à étudier la période médiévale, notamment sous son aspect matériel, depuis plusieurs années, mais en fait, je connaissais absolument rien de la Grèce classique, ni de la période macédonienne, ni de la période hellénistique juste après, donc du coup, ben, en fait, moi j'ai jugé ça à l'aune des connaissances que j'avais. Et j'ai détesté le film parce que tout était nul, en fait. Pour moi, le matériel était nul et le film était nul. 10 ans après, 15 ans après, le film est toujours aussi nul, enfin la version cinéma est toujours aussi nulle. Regardez la VF, si je l'aime pas la VF, mais la version longue si vous voulez la revoir. Et d'ailleurs vous avez été nombreux à me dire, bon sang mais j'ai détesté ce film, mais je vais le revoir parce que par rapport à ce que tu racontes, il y a une autre façon de l'apprécier. Il y a des gens qui l'ont pas vu et ça leur a donné envie de le voir parce qu'il y a une façon d'apprécier ce film à travers le matériel, à travers l'historicité, qu'on ne soupçonnait pas jusqu'alors, que la plupart du public, enfin des gens du public ne soupçonnaient pas jusqu'alors, moi y compris en fait, ça ne fait que quelques années que je peux arriver à juger ça différemment. Donc voilà, cet ami c'est moi, je suis l'ami. je suis l'ami dont je parle dans le truc et je pense que c'est important de le dire. Eh bien écoutez, j'ai fait le tour dans ma petite liste, j'ai toujours monté, je vais le terminer en faisant des espèces de grimaces pour pour la miniature YouTube. Merci à tous encore de me suivre, merci énormément à ceux qui mettent des commentaires, y compris des longs commentaires, c'est pas un souci, je peux y répondre. Pour l'instant je peux encore répondre à tous les commentaires et je le fais avec grand plaisir. Merci à vous qui vous intéressez à ces sujets-là, merci à ceux qui me soutiennent, et écoutez, comme d'habitude, faites tourner, partagez les vidéos si elles vous plaisent, parlez-en autour de vous, je ne sais pas, parlez-en, vraiment faites des trucs. La chaîne a passé les 700 abonnés il y a quelques jours, donc c'est plutôt chouette puisqu'on grandit petit à petit tous ensemble, puisque c'est à la fois, enfin voilà, je réagis aussi à vos commentaires, à vos envies et à plein de choses. Prochainement, alors là ce que je vais faire, probablement la semaine prochaine, je vais faire un petit épisode sur Game of Thrones puisque c'est la mode, le diktat de la mode, je cède complètement à la mode. Non, parce que en fait j'aimerais bien faire grandir un peu la chaîne et c'est aussi une manière d'y parvenir, de faire des trucs un peu plus mode. Où on va parler, donc j'en parlais sur les réseaux sociaux, mais j'aimerais bien parler des combats individuels dans Game of Thrones parce que, notamment en termes d'utilisation des armes ou des inspirations historiques de diverses choses, parce que les batailles ça a beaucoup été fait, les costumes aussi, les situations aussi, mais à part les chaînes d'AMHE britanniques et américaines, ça n'a pas été fait, ou pas tellement en France, de parler des combats individuels et de leur crédibilité, donc on va faire ça ensemble. Et puis j'aimerais bien vous sortir aussi un petit vlog off pour vous expliquer les différences entre spectacle historique, reconstitution historique, évocation historique, archéologie expérimentale, parce que ça va nous servir plus tard et que je pense que c'est important de parler de tout ça, toutes ces pratiques et toutes ces démarches dans l'histoire vivante et l'histoire appliquée. Voilà. Ça y est, c'est bon, il a perdu. Écoutez, j'ai fini monter et je vous dis à très vite et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà, merci à tous d'avoir suivi ce long vlog, j'avais besoin et envie d'en parler avec vous. À bientôt.